Alors, le cours du jour, le continent africain face au développement et à la mondialisation. Donc dans ce cours, il va falloir mettre en relation les notions de développement et de mondialisation. Pour montrer le lien entre ces deux notions, vous pourriez commencer votre introduction par la description des deux unes du magazine anglais The Economist qu'on avait vu ensemble. La première qui titre The Hopeless Continent et qui datait de 2000, et la deuxième qui signifiait en 2011 Africa Rising, l'Afrique qui monte, sous-entendu l'Afrique qui s'intègre dans la mondialisation. Ces deux unes donnent deux visages très différents de l'Afrique. Une Afrique enfoncée dans le mal-développement et en proie au conflit, comme le montre cette image de l'enfant soldat qui est à l'intérieur du continent africain, et la deuxième, d'une Afrique qui se développe en lien avec la mondialisation, l'extérieur, cet enfant africain qui tient un cerf-volant qui va lui permettre finalement de s'élever. Et effectivement, la situation du continent est complexe parce que c'est le continent le moins développé du monde, mais c'est aussi le continent qui aujourd'hui connaît la plus forte croissance économique qui est stimulée par la mondialisation. Vous rappellerez dans l'introduction ce qu'est le développement, la croissance économique liée à l'amélioration des conditions de vie d'une population, et ce qui est la mondialisation, en reprenant la définition d'Olivier Dollfuss. Donc vous pourriez poser la question, dans quelle mesure l'intégration à la mondialisation permet de résoudre les problèmes de développement. Trois parties. La première partie doit revenir sur les difficultés de développement du continent africain qui le marginalisent dans la mondialisation. La deuxième partie doit montrer qu'une Afrique, des territoires africains, s'intègre dans la mondialisation, ce qui permet le développement. Mais une troisième partie doit montrer que, face à la mondialisation, l'Afrique doit faire face à de nombreux défis de développement, en particulier en matière de développement durable. Alors, ce premier temps, un faible développement du continent africain qui s'explique par une faible intégration à la mondialisation. Commencer par un constat, une description d'un continent qui est sous-développé et qui est enclavé. Nous l'avons dit, le PIB du continent est très faible, donc la richesse du continent est très faible. En 2013, le PIB du continent, c'est la ville de Tokyo. Le continent pèse peu dans les échanges mondiaux, toujours en 2013, c'est 3% des échanges mondiaux. Les indicateurs comme l'IDH montrent qu'une grande partie des pays du continent africain ont un IDH extrêmement faible. Ce sont des PMA, pays les moins avancés. Il y a cependant des nuances que l'on peut faire. Une croissance économique qui est forte, même dans les PMA, et des IDH qui sont variés. Il y a des pays du continent africain qui ont des IDH meilleurs que d'autres. Alors, comment expliquer ce mal-développement général? Les facteurs du mal-développement. D'abord, il faudrait revenir sur l'importance des conflits. Et vous pourriez partir de ce schéma qui revient sur le conflit entre le Soudan et le Sud-Soudan. Un exemple des nombreux conflits du continent africain. Mal-développement qui s'explique aussi par une forte corruption des États et par des États qui sont faibles. C'est le cas aujourd'hui du Sud-Soudan qui est en proie à la guerre civile, mais c'est aussi le cas de bien d'autres pays du continent africain où les États sont des États dits kleptocrates, c'est-à-dire qu'ils s'accaparent les ressources, qu'ils ne les redistribuent pas dans la population, et de nombreux États ne sont pas démocratiques, comme le montre la satire Bienvenue au Gondwana, film de Manamé qui est sorti en 2017 en France, pardon. Dans un deuxième temps, il faudrait revenir sur les conséquences du mal-développement. Alors, les conséquences d'abord en Afrique. Et vous pourriez à nouveau repartir du schéma que vous avez réalisé sur le Soudan. L'une des conséquences, c'est la famine. Effectivement, le sous-développement a de nombreuses réalités, la malnutrition, les problèmes sanitaires et l'analphabétisme.
Rappelez que c'est le continent qui est le plus touché par la faim. Rappelez que c'est le continent qui est le plus touché par l'analphabétisme et que, par défaut de médication, l'espérance de vie est relativement faible encore dans le continent africain. Les épidémies sont nombreuses, épidémies comme le paludisme, le sida, Ebola. Sur le sida, c'est la première cause de mortalité chez les moins de 19 ans. Conséquence de ce mal-développement, ce sont aussi, dans un deuxième point, les migrations. Rappelez quand même que les migrations intracontinentales à l'intérieur du continent sont supérieures aux migrations intercontinentales. Ces migrations ont un aspect positif et négatif sur le développement. Négatif parce qu'elles peuvent déstabiliser les pays voisins lorsqu'il y a des installations de nombreux camps de réfugiés qui sont parfois mal acceptés par le pays voisin. C'est le cas par exemple entre la Somalie et le Kenya qui accueille de nombreux réfugiés somaliens et aujourd'hui des réfugiés du Soudan. Mais ces migrations ont aussi un aspect positif sur le développement, en particulier lorsque ce sont des migrations dans les pays du Nord, parce que les revenus des migrants sont en partie redistribués dans les pays du continent, c'est le cas en particulier du Mali. Et autre aspect négatif, c'est ce qu'on avait vu, la fuite des cerveaux, c'est-à-dire qu'une partie des élites africaines préfèrent aller travailler dans les pays du Nord. Alors par les migrations, on voit que là, il y a quand même une intégration du continent à la mondialisation, puisqu'elle utilise les réseaux mondialisés. Autre intégration faible à la mondialisation, qui est liée au mal-développement, ce sont les trafics. Vous avez de multiples trafics à l'intérieur du continent africain, et là vous pourriez redévelopper l'exemple des trafics du Sahara. 15% de la drogue mondiale transite par le Sahara. Alors là, à nouveau, il y a une intégration à la mondialisation parce qu'il y a une utilisation des réseaux mondialisés, mais c'est une mondialisation qui ne permet pas le développement, pas vraiment une intégration d'ailleurs à la mondialisation, il y a une utilisation de la mondialisation, mais pas une intégration à la mondialisation, parce que les pays restent marginalisés, ils n'ont pas de développement, parce que ces trafics financent des mafias et ne financent pas le développement des pays. C'est pour cela, c'est pour ces raisons que vous avez un grand nombre de PMA en Afrique, en particulier en Afrique subsaharienne. Mais vous avez aussi une autre Afrique qui a un bilan plus brillant, qui est une Afrique émergente. C'est ce que l'on va voir dans une deuxième partie, avec des territoires en développement qui s'intègrent dans la mondialisation. D'abord, dans un grand A, revenir sur les territoires qui sont en développement dans le continent africain. Un indicateur permet de le montrer, c'est l'IDE. L'IDE a un intérêt, investissement direct à l'étranger, il montre les territoires qui sont les plus intégrés à la mondialisation, puisqu'il signifie qu'il y a des entreprises étrangères qui s'intègrent dans ces territoires et qui investissent dans ces territoires. Alors, la carte des IDE permet de dresser la carte des lions africains. Pays qui ont le PIB le plus fort et une forte croissance économique. Alors ces lions africains, qui représentent 65% du PIB du continent, sont l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte et l'Angola. Dans un deuxième temps, nous allons montrer pourquoi ces pays s'intègrent particulièrement à la mondialisation, mais juste avant, rappelez que à l'intérieur des lions africains, les territoires qui sont les plus intégrés à la mondialisation, ce sont les métropoles, car elles ont le pouvoir de rayonnement politique, économique et culturel. Vous pourriez prendre la métropole de Lagos, qui veut devenir le Dubaï de l'Afrique, ou la métropole de Johannesburg, qui est aujourd'hui le point d'ancrage le plus important de l'Afrique dans la mondialisation. C'est la première métropole africaine. Alors les facteurs d'insertion, ce sont avant tout les matières premières. Là encore, vous pouvez revenir sur les matières premières des pays du Sahara. L'affaire de Mauritanie, l'uranium du Niger, les hydrocarbures d'Algérie et de Libye. Mais les autres pays du continent contiennent aussi un grand nombre de matières premières. Sur les hydrocarbures, nous avons des grands producteurs, au Nigeria, en Angola en particulier. Pour les minerais, sur les minerais de diamants, vous avez aussi des gros producteurs, le Congo et l'Afrique du Sud. Pour le Congo, vous avez aussi une production importante de bois exotique. Ces produits mondialisés sont au cœur des échanges. Mais l'intégration dans la mondialisation se fait aussi dans le cadre de partenariats internationaux entre les pays du continent africain et les grandes puissances. Nous avons les grandes puissances traditionnelles qui, par leurs liens coloniaux, sont depuis longtemps intégrées
ont depuis longtemps tissé des liens économiques avec l'Afrique. C'est le cas de la France. Dans le cadre de la France-Afrique, vous pourriez utiliser l'exemple d'Areva au Niger. Mais aujourd'hui, c'est la Chine qui investit le plus dans le continent africain dans le cadre de la Chine-Afrique. Ces investissements ont pour objectif d'exploiter les matières premières par la construction en particulier d'infrastructures et d'infrastructures de transport. Nous avons cité l'exemple de 2016 où la Chine a construit en Éthiopie un réseau ferroviaire pour exploiter les matières premières éthiopiennes et les amener vers la mer Rouge. Mais ces investissements des grandes puissances permettent aussi le développement du continent africain. C'est le cas par ce réseau ferroviaire qui permet une meilleure mobilité des Éthiopiens à l'intérieur de leur propre pays. Donc, les investissements satisfont les besoins des grandes puissances, mais permettent aussi le développement des pays. Nous avons dit par ailleurs que l'Afrique contenait plus de téléphones portables, le continent africain, que les États-Unis ou que l'Europe, ce qui montre un fort développement, là encore, de ces nouvelles technologies. Autre facteur de l'insertion à la mondialisation, c'est la stabilité politique. Et nous l'avons montré à travers l'exemple du Botswana, qui est aujourd'hui un pays à la croissance économique forte, avec une émergence de classe moyenne. Et cette classe moyenne et cette forte croissance économique s'expliquent par une tradition démocratique ancienne qui remonte à l'indépendance du Botswana et par des investissements très importants dans l'éducation, plus que la moyenne de tous les autres pays du continent, qui expliquent là encore ces bons résultats économiques. Donc le développement s'explique aussi par cette stabilité politique. Les conséquences de cette insertion dans la mondialisation, elles sont doubles. Elles peuvent être positives, avec un enrichissement global du pays et parfois l'émergence d'une classe moyenne, qui est cultivée et qui est plutôt une classe moyenne urbaine d'ailleurs. C'est le cas en Afrique du Sud, c'est le cas au Botswana, c'est le cas au Mozambique, tous ces pays de l'Afrique australe. Mais cette insertion dans la mondialisation, parfois, elle ne permet pas le développement. C'est le cas dans les pays autoritaires et les pays kleptocrates qui conservent les richesses pour l'élite au pouvoir. C'est le cas en particulier au Gabon, qui est un pays qui a un IDH très faible. C'est le cas en Angola aussi, où les ressources en pétrole de ces pays ne permettent qu'un développement limité du territoire. Cette mondialisation, et c'est l'objet de la troisième partie, pose par ailleurs des défis en matière de développement durable qui s'accentueront dans le futur. Le premier défi qui va devenir central dans le continent africain, c'est le défi démographique. Et on va voir qu'il est en partie lié à la mondialisation. Le continent africain connaît aujourd'hui une forte croissance démographique. Cela s'explique par un taux de natalité qui est élevé. L'ISF moyen du continent, c'est 4,7 enfants par femme, et un taux de mortalité qui est faible. On dit que l'Afrique est au début-milieu de la deuxième phase de la transition démographique. La population aujourd'hui est d'1,2 milliard d'habitants. On estime qu'en 2050, elle sera supérieure à 2 milliards d'habitants. Cela va poser des défis en matière d'éducation, mais en lien avec la mondialisation, il y a deux défis particuliers. D'abord, le défi de l'urbanisation. Parce que nous avons vu que les territoires moteurs de la mondialisation sont les métropoles. Or, les territoires qui attirent le plus les habitants et qui ont la croissance démographique la plus forte, ce sont les grandes villes, les mégapoles. Aujourd'hui, vous avez déjà 47 villes africaines qui font plus d'1 million d'habitants. Et ce sont les villes du continent africain qui connaissent la croissance démographique la plus forte. Cela pose des problèmes en matière d'infrastructure et de logement pour répondre aux besoins de ces habitants, parce que ces villes sont encore caractérisées par la faiblesse de leurs infrastructures et l'importance de l'habitat précaire de type bidonville. Des villes comme Lagos, nous l'avons dit, font beaucoup d'efforts d'investissement pour essayer de résoudre ces problèmes. D'ailleurs, Lagos, qui veut devenir la première métropole africaine, a investi dans les transports, investi dans le logement et développé les activités économiques avec un quartier d'affaires pour être la Dubaï de l'Ouest
je le redis. Le deuxième enjeu lié à la démographie et la mondialisation, c'est celui de nourrir les hommes. Car aujourd'hui, les pays africains sont pour la plupart importateurs nets de leur nourriture. Ils importent plus qu'ils ne produisent. Or, l'enjeu pour ces pays est de développer la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire de produire suffisamment pour satisfaire les besoins des habitants. Deux raisons à cela. D'abord, permettre à la population rurale, qui est encore majoritaire, de vivre décemment en pouvant vendre ses produits sans être concurrencés parfois des produits importés moins chers, c'est le cas du riz au Sénégal, et c'est aussi satisfaire les besoins d'une population urbaine et d'une population en général en forte croissance. Pour cela, des pays ont des projets pour développer une agriculture africaine. C'est le cas du Sénégal, qui cherche à développer la riziculture dans le fleuve Sénégal dans le cadre du plan SAED. Autre thème de développement durable important en lien avec la mondialisation, c'est celui de l'environnement. Effectivement, l'Afrique est loin du développement durable en matière d'environnement. Nous l'avons vu à travers le cadre du delta du Niger au Nigeria. Ce delta du Niger est pollué par des fuites permanentes d'oléoducs qui proviennent des plateformes pétrolières qui sont situées dans le golfe de Guinée. Les entreprises comme Shell ne réparent pas ces oléoducs pour des raisons de sécurité, mais aussi pour des raisons de coût. Et il n'y a aucune norme qui impose à ces entreprises de réparer les oléoducs. Et donc, elles sont en train de détruire un milieu et de détruire la vie des habitants de ce milieu. Face à l'intégration dans la mondialisation, il y a la question des normes environnementales pour permettre le développement durable du continent africain. Mais on peut quand même émettre une nuance, puisqu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, le continent africain est le continent le moins pollueur. Enfin, dernier point, qui permettra un développement futur du continent africain, c'est l'enjeu de faire la paix et de développer des organisations régionales fortes pour parvenir à la fin des conflits entre les États. Une organisation a été créée en 2002, c'est l'organisation de l'Union africaine, qui a pour objectif de régler les conflits, comme elle l'a fait au Soudan en 2011 entre le Soudan et le Sud-Soudan. Mais cette organisation ne permet pas de régler tous les conflits qui sont encore nombreux sur le continent africain, nous l'avons vu en première partie. Par ailleurs, vous avez des organisations régionales économiques qui se développent, à l'image de l'organisation régionale de l'Afrique australe, qui est organisée autour de l'Afrique du Sud, pour faciliter les échanges entre l'ensemble des pays de l'Afrique australe et donc limiter les conflits entre ces pays. Donc là, une mondialisation régionale qui permet de limiter les conflits. En conclusion, nous pouvons dire qu'une grande partie du continent africain est encore en marge du développement et de la mondialisation, que cette mondialisation permet en partie le développement du continent, mais pas toujours, dans le cadre des États kleptocrates. Mais on peut se demander si dans le futur, le continent africain ne sera pas le continent phare de la mondialisation, puisque l'Asie, qui en 1950 était un continent sous-développé, est devenu un continent en voie de développement et moteur de la mondialisation au début du XXIe siècle. Cette trajectoire pourrait être la même pour le continent africain, qui bénéficie des mêmes atouts que l'Asie dans les années 1950. C'est en tout cas la perspective du géographe Laurent Carouet.